this is the most important and crucial period of your lives, for what you do now and what you decide now at this age may well determine which way your life shall go. And whenever a building is constructed, you usually have an architect who draws a blueprint. And that blueprint serves as the pattern, as the guide, as the model for those who are to build the building. And a building is not well erected without a good, sound, and solid blueprint. Now each of you is in the process of building the structure of your lives. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. Les premières images que j'ai vues, c'était un plan aérien de la place Poulart. Et du coup, on voyait vraiment le nombre de monde qu'il y avait et à quel point tout le monde était rassemblé. Et ben, ça m'a fait des frissons. Enfin, ça m'a donné chaud au cœur. Et c'était important de participer à ce moment finalement de sensibilisation, je dirais presque internationale. Voilà pourquoi mon collègue Philippe Clause a décidé finalement, qui était responsable, parce que ça se passait sur le territoire de la ville de Bruxelles, de tolérer cette manifestation tout en l'organisant et l'encadrant en collaboration avec des associations pour que ça se passe le mieux possible. Et il faut le dire et le répéter, ça s'est bien passé dans le strict, en tout cas la période qui concernait la manifestation elle-même. Ça s'est bien passé grâce aussi à la participation et à l'action des organisatrices et des organisateurs de cette manifestation. Pourtant, pour une fois, on a vu une manifestation organisée par des jeunes afrodescendants qui a rassemblé plus de 15 000 personnes de tous les horizons. Voilà, les jeunes se sont réveillés parce qu'ils subissent quasi la même chose ici. Et donc je pense que c'était quelque chose de très important pour réveiller en fait, pour dénoncer le fédéralisme que l'on vit aussi ici en Belgique et qui s'est banalisé par un discours décomplexé de certains hommes politiques et qui fait que ça devient quelque chose de quasi normal. Et donc je pense que les jeunes ont eu tout à fait raison d'organiser cette manifestation pour réveiller un peu les consciences par rapport à ces phénomènes de racisme et surtout les actes racistes qu'on a vécus en Belgique depuis, je dirais, 2-3 ans, où on voit vraiment que avant le racisme était un peu insidieux. Aujourd'hui, elle sort comme ça au vu et au su de tout le monde, avec des actes de violence. Mais là, on a fait sortir, on a fait réjaillir tous les ressentiments qu'on a vis-à-vis de ces phénomènes. Et moi, je dis bravo aux jeunes, parce qu'ils ont mobilisé plus de 15 000 personnes en période de pandémie, avec le respect des consignes, avec le respect des mesures sanitaires. Franchement, chapeau, parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de phénoménal pour moi. En 40 ans, c'est la première fois que j'ai vu ça ici en Belgique. Écoutez, on peut considérer que, effectivement, peut-être qu'on en parle un peu plus, effectivement, dans la société. Je crois que
il y a une série d'éléments qui étaient peut-être tabous ou qu'on ne disait pas, dont on parle beaucoup plus. Je crois que le rassemblement s'inscrit aussi dans un phénomène qui est mondial. On a vu également toute une série de célébrités s'engager, des rassemblements à travers le monde, de l'associatif, des citoyens. Donc on sent véritablement qu'il y a une tendance dans la société aujourd'hui, une tendance dans laquelle nous aussi on s'est engagé. On va présenter d'ailleurs le 7 juin, et c'est vous qui avez le scoop, mais on va présenter le 7 juin à l'occasion des 1 an du rassemblement BLM. Donc ça prouve que la mobilisation a aussi un intérêt, ne serait-ce que symbolique. On va présenter tout un plan concret de lutte contre les discriminations avec une série de mesures qu'on présentera à adopter, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau du logement, au niveau de l'emploi, pour justement que ça ne soit pas un rassemblement, et on parle beaucoup, mais c'est vrai que dans la loi aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup nécessairement de modifications. Donc la première étape, c'est souvent un changement de mentalité dans la société. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en train de faire son chemin de plus en plus fortement. Et de l'autre côté, il faut concrétiser ça par des actes. Et moi, je me souviens que quelques jours avant le Black Lives Matter, il y avait encore beaucoup d'acteurs, des autorités politiques ou des acteurs du milieu politique blanc qui essayaient de nous refuser en fait la légitimité de mener ce combat pour la dignité noire, en estimant que c'était une cause noire américaine et que pour ce qui concernait la Belgique, ça aurait été une réappropriation des Noirs de cette question-là. C'était clairement du paternalisme et du déni belge face au racisme anti-noir. Et en fait, ce rassemblement a bravé ces tentatives de censure, en fait. Moi, je travaille personnellement dans une maison de jeunes. Quand je parle de la réappropriation de la parole politique, elle s'opère également dans ces milieux-là. Les jeunes se constituent en groupes formels ou informels. Je peux parler de mon expérience parce qu'il y a eu énormément de violences policières dans les quartiers, que ce soit en Anderlecht avec le meurtre de Adil, que ce soit Ibrahima, donc ces jeunes-là, on réfléchit ensemble sur quels seraient les dispositifs à mettre en œuvre pour qu'il y ait un changement de mentalité d'une part, mais aussi en termes de droit. Donc, à mon sens, la lutte, elle continue sur 3 aspects. Au niveau juridique et au niveau du droit, donc il faut des condamnations de ces policiers. Il faut que cesse l'impunité. Il faut que cessent les non-lieux. Il faut que cessent les mensonges, aussi bien politiques qu'au niveau de la justice. Je pense notamment à l'affaire Maouda, où les premières déclarations du parquet, c'était alors tantôt l'enfant bouclier, ensuite l'enfant bélier, ensuite fusillade. Et donc là, je vais évidemment prendre l'exemple de l'affaire Lamine Mangora. Moi, j'ai commencé à décider de traiter cette affaire quand j'ai entendu le père de Lamine Mangora, qui a été donc étouffé par 8 policiers en 2018, donc 2 ans avant George Floyd. Je le rencontre et puis on fait une émission radio sur une radio alternative qui s'appelle Radio Campus avec son avocat. Et là je prends vraiment la mesure de ce dossier et je me dis, c'est incroyable, on n'en savait rien du côté belge francophone. Et il y avait 1 ou 2 articles du côté néerlandophone. Douglas de Koning et Samira Attila du Morgan s'intéressent aussi à l'affaire et commencent à mener une enquête. Donc c'est quelque chose de... Voilà, une excellence journalistique, comme on dit, un excellent travail journalistique, qui n'est absolument pas relayé par la presse belge francophone. Je devrais même ajouter encore une fois la presse belgo-blanche francophone. Parce que, voilà, ils percutent pas. On a fait une vidéo qui dure 40 minutes. Elle a fait l'objet d'articles par des médias français. Le premier média, c'est Pour, ici en Belgique, qui est un média alternatif. Et puis les autres ont suivi. Il y a plus ou moins eu, je pourrais les citer tous, mais bon, il y a plus ou moins eu 6-7 médias francophones. Donc, pour moi, ça, c'est à la fois, évidemment, entre guillemets, le fait qu'on ait mis bien en évidence les enjeux et la gravité de cette affaire, qui est notre George Floyd belge, mais aussi le fait qu'il y ait eu cette manifestation du 7 juin.
juste après tout le débat politique sur l'espace public et les monuments coloniaux, qui a donné lieu aujourd'hui à une commission. Donc, c'est-à-dire que le mouvement BLM a forcé le débat politique autour des monuments coloniaux, là où, il y a 5 ans, c'était impossible en fait, d'imaginer un vrai débat politique sur cette question. Tout ça, ce sont des effets, comment est-ce que je pourrais dire, qui sont à la fois des victoires et à la fois clairement des tentatives de neutralisation de cette question-là, de récupération par l'institutionnel et la volonté pour l'institutionnel de prendre le contrôle, de reprendre la main sur les termes du débat. Donc évidemment, on est dans des victoires à demi-teinte et des luttes qui s'avèrent être comment est-ce que je pourrais dire ça, des rapports de force. On est entré dans le rapport de force, mais on a gagné dans ce rapport de force au moins une victoire, c'est BLM. Audio preview. C'était une chose qui me... Bon, je suis partie tard parce que avec mes enfants, on s'est rassemblés là, et puis pour que aussi la question que ce soit dégagé. Et à un moment donné, en sortant là-haut de la rampe, il y a là un groupe de jeunes, africains probablement, enfin, mais des ados, hein. Et alors, mais mamie, tu es venue nous soutenir? Je dis, mais évidemment, je suis venue vous soutenir. Voilà, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas venue pour rien. Pour cette dizaine de jeunes ados, là, comme ça, cette vieille dame blanche qui est en chaise roulante, qui est venue les soutenir. Voilà, je me dis, là, restera quelque chose. Et donc l'enjeu aujourd'hui, je crois, c'est de se renforcer dans notre autonomie. Parce que les analyses ne sont pas terminées, la compréhension des mécanismes d'effectuation du racisme ne sont pas terminées, les analyses sur les conséquences du racisme en termes de conditions d'existence qui sont affectées, qui sont précarisées, ne sont pas terminées, toutes les répercussions sur le plan psychologique, sur le plan économique, des disparités économiques, des exploitations économiques, sur le plan des ressources dont on a besoin pour continuer à lutter sur le long terme. Il y a des nécessités de continuer à s'autonomiser et d'arriver plus fort dans les instances qui prétendent lutter contre. C'était important de participer à un mouvement international qui demandait d'être particulièrement attentif aux relations qui peuvent exister entre l'autorité publique, parfois et en particulier la police, et les citoyens, et une partie des citoyens. Et on le sait que dans de trop nombreux pays, il y a encore des violences qui sont presque d'office plus importantes lorsqu'il s'agit de faire face à des citoyens qui sont, par exemple, d'origine africaine. C'est inacceptable, c'est scandaleux. On a vu que ça pouvait mener jusqu'à la mort de certaines personnes lors de ces interventions qui faisaient un usage totalement inadapté de la force. Mon souhait le plus intime avant de parvenir à cette organisation politique, c'est que les Noirs et les Arabes, à un moment dans notre parcours, on se rend compte qu'on est une même communauté en fait, une même communauté et qu'on est une communauté de destin.
voilà qu'on est ici, Noirs et Arabes, pas par hasard. Les Noirs, les Arabes ne sont pas ici par hasard. Les Noirs, les Arabes de Bruxelles, de Belgique, de l'Europe prennent en compte cette dimension qui fait de nous en fait une communauté de destin, une communauté fraternelle des damnés de la terre qui sont ici maintenant dans le Nord et qu'on se rend compte en fait qu'on vit les mêmes problèmes, ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe, en termes de racisme d'État, c'est-à-dire pour un Noir, un Arabe, être confronté à la police, c'est toujours le même risque. C'est jamais, ça se passe jamais réellement bien la confrontation avec un Noir, un Arabe et la police. Un Noir et un Arabe ont de forts risques de se faire tuer par la police, ont de plus fortes proportions de purger leur peine à fond de peine face à la justice. Même lorsqu'ils sont diplômés ou surdiplômés, ont de forts risques de se retrouver au chômage. Les sœurs et les sœurs noires et les sœurs musulmanes, noires et musulmanes, arabes et musulmanes, n'en parlons même pas, juste sur la peur physique que peuvent ressentir nos sœurs de sortir dans certains quartiers de Bruxelles dès qu'elles sortent de leur ghetto, comme on pourrait les appeler. Mais ces ghettos ou ces quartiers où vivent principalement les Noirs et les Arabes, ici à Bruxelles, il faut aussi se rendre compte que ce sont les seuls espaces où une grande part de la population se sent en sécurité. Et donc, mon souhait, Inch'Allah, c'est qu'émerge de ça, de nos revendications communes, une force politique qui émergera. Ce qui était très clair avec BLM, c'est qu'on s'est par nous-mêmes inscrits dans une filiation de lutte que menaient déjà nos parents. Et qu'on n'est pas dans la lutte institutionnelle, on est dans des luttes pour de la libération et pour des transformations. Et ça a été très clair, qu'on s'est inscrit là-dedans. On va dans une direction où on est beaucoup plus conscient des enjeux et donc on fait beaucoup plus attention à trouver des solutions aussi. Le fait que ça va changer de plus en plus vite et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, quand j'aurai des enfants peut-être, je ne devrais plus leur parler de « tiens, qu'est-ce que tu dois faire si tu es victime de discrimination raciale aujourd'hui ?» Parce que voilà, j'ai foi aussi dans le fait que, d'où notre diversité à Bruxelles, c'est entre nous qu'on va finir par trouver des solutions et c'est entre les différentes communautés qu'on va aussi pouvoir instaurer un dialogue sur le long terme pour au final aussi savoir et s'apprendre mutuellement à comment vivre ensemble. C'était une nation arc-en-ciel, comme un peu disait Nelson Mandela. Voilà, on a fait un pied de nez au racisme et c'était vraiment cette nation arc-en-ciel que j'ai retrouvée ces jours-là. Je pense que là, on est sur la bonne voie. Didola Kama, coordinateur de l'ASBL Change. Voilà, aujourd'hui c'était important de faire un signe, de faire un rappel à ce rassemblement du 7 juin 2020 devant le palais de justice à Bruxelles, où la communauté subsaharienne, entourée de toutes les autres communautés, peu importe les générations, peu importe le clivage politique, peu importe la langue pratiquée, le sexe ou l'âge, on était tous ensemble réunis, plus de 15 000 personnes, pour dire stop. Stop à la violence, stop à la discrimination, stop à ces actes de barbarie de la part de la police des fois. Le sentiment d'impunité doit cesser, doit s'arrêter. Et pour ça, on demande à nos autorités justement de faire des actes symboliques. De montrer justement que la justice belge va être attentive à tous ces actes de discrimination, peu importe qui les commet.
c'est le message de BLM. Un an plus tard, un an après ce mouvement, on peut remarquer des avancées. Il y a eu une commission parlementaire qui s'est composée justement, qui doit traiter de ce passé que vient de la Belgique. Il y a aussi eu des assises qui se chargent justement d'étudier tous les cas de discrimination. Mais ce qu'on demande encore une fois à nos gouvernements, c'est d'impliquer les milieux associatifs, d'impliquer les acteurs de terrain, ceux qui connaissent et ceux qui vivent justement ces moments de discrimination, cette violence quotidienne. On voudrait justement travailler en connexion avec eux justement pour apporter les meilleures solutions, mais surtout retirer ce sentiment d'impunité pour que toutes les communautés vivant en Belgique puissent se sentir respectées, se sentir en sécurité, puissent se sentir chez eux. J'ai espoir que les choses vont changer parce qu'aujourd'hui les jeunes ont pris conscience. Grâce à ce mouvement, les autres communautés ont pu percevoir justement la souffrance que les afrodescendants pouvaient vivre. Des fois, on vit ensemble, mais on ne communique pas assez ensemble. Et là, ça a été l'occasion, le 7 juin 2020, de crier au monde entier que les afrodescendants sont discriminés, comme d'autres, mais encore plus peut-être des fois. Et ici aussi en Belgique, on peut subir ces discriminations et il faut dire stop. Mais face à la discrimination, il faut qu'on soit tous unis. Peu importe notre origine, peu importe nos différences, pour des thématiques qui touchent la discrimination, on est tous responsables. Agissons ensemble pour l'avenir de demain, pour que nos enfants puissent vivre dans un monde plus juste et avec de l'équité. Merci.